Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo autour du code, nous allons voir tous ensemble comment mettre en place une API REST avec Spring Boot. Comme le montre ce schéma, qui est un flow d'architecture, donc le flux d'architecture, nous avons un client REST qui envoie les demandes HTTP, GET, PUT, POST ou DELETE. La demande HTTP est transmise au contrôleur. Le contrôleur mappe la demande, il la traite et appelle la logique du serveur, donc la logique métier. Et au niveau de la couche métier, nous avons l'injection des dépendances de la classe repository qui étend les services du CRUD à exécuter sur les données de la base de données qui sont mappées par les modèles, donc les classes Java, via la JPA et Spring Data. Et une fois que la logique métier est exécutée par Spring, les données sont renvoyées au niveau du client sous forme JSON. Alors, pour mettre en place notre API REST avec Spring Boot, nous allons le faire en 5 étapes. La première étape, nous allons créer un projet Spring Boot. Deuxième étape, nous allons configurer la connexion à la base de données. Troisième étape, nous allons mettre en place les modèles de données. Quatrième étape, nous allons mettre en place la couche persistance et la couche métier. Cinquième étape, nous allons mettre en place le contrôleur qui va exposer notre ressource sur le web. Voilà pour l'introduction. Sans plus tarder, nous passons à la mise en place de notre API REST avec Spring Boot. Voilà, pour la première étape, nous allons créer notre projet Spring. Ici, nous sommes sur la plateforme officielle de Spring pour pouvoir générer les projets Spring, donc start.spring.io. Donc, nous allons générer un projet Maven, le langage. Donc, vous pouvez voir qu'on peut utiliser Kotlin, Groovy ou Java pour développer des applications Spring. Donc, nous allons sélectionner le langage Java. La version de Spring Boot, on va garder la version 2.7.0. Le groupe ID, donc l'ID unique du projet. Ok, on va donner autour du code. L'artefact ID, c'est le nom du projet, c'est-à-dire c'est le nom que Maven va attribuer au niveau du jar de l'application. Et ça, c'est le nom de l'application. Description de l'application, on peut laisser. Le package comme autour du code.com, on le laisse. Packaging de l'application en mode standalone, donc on va laisser le jar. La version de Java, on prend la toute dernière version, LTS, Java 17. Et nous allons ajouter des dépendances. Parmi les dépendances, nous allons commencer par la dépendance Spring Web. Cette dépendance va nous permettre de pouvoir construire nos services RESTful. L'indépendance web. Après, on va ajouter Spring Data. Ok, Spring Data avec Java Persistence API qui va nous permettre de persister les données. Après, nous allons ajouter notre driver MySQL. Et puis après, nous allons ajouter Lombok. Ok, ce sont des DevTools. Hein, ça va nous éviter de réécrire les getters, les setters et les constructeurs. Et puis après, nous allons ajouter Spring DevTools pour pouvoir bénéficier du Liveloid et toutes les configurations pour une expérience assez efficace pour le développement. Et ici, nous pouvons explorer nos dépendances. Ok, nos dépendances sont bien là. Nous allons générer notre application. L'application est générée. Nous allons l'ouvrir. Ok, on dézip. Après, on va ouvrir notre application avec dans notre IDE. Voilà notre application Spring Boot. Notre application est générée avec une classe main, donc une classe par défaut, avec une classe contenant une méthode main. Donc cette méthode, c'est la méthode principale, donc c'est la méthode d'entrée de notre application. Et nous avons Spring Boot application, la notation qui identifie cette classe comme étant une application Spring Boot. Donc cette annotation introduit le concept de l'auto-configuration de notre application. Donc voilà, nous avons fini notre première étape. Nous allons passer à la deuxième étape. Voilà, pour cette deuxième étape, nous allons configurer la connexion à la base de données.
Donc pour ce faire, nous allons créer une base de données. Donc là, nous avons un client, notre client PHPMadmin qui nous permet d'interfacer avec notre serveur de base de données MySQL. Donc nous allons créer notre base de données. Nous allons l'appeler DemoDB. DemoDB. Une fois la base de données créée, nous allons revenir au niveau de notre projet Spring. Au niveau des dossiers ressources, nous avons un fichier application.properties. Okay, c'est le fichier de configuration de notre application. On va ajouter les propriétés qu'on va configurer. Donc ici, on configure l'URL de connexion vers notre base de données. Ici, on a le nom d'utilisateur, la base de données, le mot de passe pour se connecter à la base de données. Ici, nous avons les configs de Hibernate. Ici, nous avons Hibernate TDL Auto. Ça permet de recréer le schéma au fur et à mesure. Ici, nous avons le dialecte. Ça nous permet de identifier ou de configurer la classe Java qui permet de mapper les types Java, ok, avec les types SQL. Donc, nous allons démarrer notre application pour tester la connexion. Et voilà, notre application démarre normalement au port 80. Et ici, nous pouvons remarquer que Hibernate fonctionne très bien. Donc, la connexion à notre base de données est un succès. Voilà, la configuration de la base de données terminée. Nous allons passer à l'étape suivante. Voilà, pour cette troisième partie, nous allons mettre en place notre modèle de données. Donc, pour commencer, nous allons créer un package que nous allons appeler modèle. Et dans ce package, nous allons créer une classe qu'on va appeler produit. Et cette classe-là, on va la noter entité. OK. Pour que cette classe-là puisse être mappée avec une table au niveau de la base de données. OK. On va donner le nom de la table. Donc, le nom de la table va s'appeler produit. OK. Après, on sait tous que une table au niveau d'une base de données a toujours un identifiant unique. Donc ici, notre identifiant sera un int. Donc voilà l'ID. Et comment est-ce qu'on fait pour mapper l'identifiant auto-incrémenté au niveau d'une table SQL avec un objet Java? Donc avec la JPA, on utilise la notation ID pour mapper l'identifiant, et puis on utilise le mode de génération des clés, donc cette clé primaire. On va utiliser generated value, on va appliquer une stratégie, et au niveau de cette stratégie, nous allons dire identité pour implémenter la génération auto-incrémentée de l'ID. OK. Après, on va ajouter une chaîne de caractères pour donner le nom du produit. On va ajouter une chaîne de caractères pour la description du produit. Après, on va mettre un entier pour le prix du produit. Voilà, on a terminé. On va ajouter nos annotations de Lombok pour ne pas générer les get, les set et les constructeurs.
on va dire, il va nous générer les getters automatiquement. Et puis, il va nous générer les setters. Il va nous générer un constructeur avec tous les arguments. Non, c'est mieux qu'il nous génère un constructeur sans argument. Donc, non, avec un constructeur. Ok, voilà. Nous allons tester notre application. Donc là, nous allons démarrer notre application. Voilà, en démarrant notre application, on voit que Hibernate va supprimer la table, ok, en fait, va mapper les instructions. Donc avec notre paramètre ici DDL auto, donc il va donner les instruments au niveau de la couche plus basse de la JDBC pour pouvoir recréer le schéma au niveau de la base de données. Donc il va créer une table produit avec les instructions suivantes. Ok, donc là on se rend compte que on a 255 caractères au niveau des chaînes de caractères description. Et puis non, on peut fixer tout ça avec la notation colonne. Donc là, colonne, on va dire 50 caractères. Et la même chose on dit 150. On enregistre, on redémarre juste notre serveur, il va recréer le schéma. Voilà, il a recréé le schéma. Nous allons repartir au niveau de notre base de données. DB, nous allons rafraîchir et nous avons notre table produit qui a été créée automatiquement. Nous pouvons vérifier. Voilà, on a l'idée, description, nom, prix. Voilà, notre modèle de données a été mis en place. Nous passons à l'étape suivante. Pour cette quatrième partie, nous allons mettre en place la couche persistance et puis la couche métier. Donc pour commencer, nous allons créer un package repository. Dans ce package repository, nous allons créer une interface produit repository qui ici va représenter notre DAO. Et cette interface va étendre l'interface JPA repository qui est une interface abstraite. Comme premier paramètre, on envoie l'entité et puis on envoie notre ID pour qu'il puisse représenter les données pour le produit, comme c'est l'abstraction. Après, nous allons mettre en place notre couche service. Nous allons créer un package service. Et dans ce package service, nous allons créer une interface service. Donc, produit service. Et au niveau de cette interface, nous aurons nos 4 méthodes. Donc, la première méthode va retourner un produit. On va l'appeler créer. Prendre en paramètre un produit. Ça, c'est pour le create. Deuxième méthode, c'est pour le read. Donc, il doit retourner une liste de produits. Donc, on va l'appeler lire. Il va rien prendre en paramètre. La troisième méthode, c'est pour le update, la mise à jour. Ok, il va retourner un produit. Bon, on va l'appeler modifier. Il va prendre en paramètre l'ID.
notre ID, donc l'ID du produit, et puis le produit à modifier. Dernier, c'est le delete. OK. Il va retourner une chaîne de caractères. Nous, on va l'appeler supprimer. Il va prendre en paramètre l'ID du produit à supprimer. OK. On a notre interface. On va créer son implémentation. Donc, produit service implement. Produit service implement qui va implémenter nos services. Donc là, on va implémenter les méthodes. OK. On va demander à Spring de considérer cette classe comme étant un métier. Donc, considérer cette classe comme étant une classe qui contient du code métier, donc un service. On va mettre la notation service. On va ajouter notre annotation Lombok pour lui demander de créer un constructeur avec tous les champs qui seront ici. Donc, nous allons faire une injection par constructeur. Donc, nous allons injecter notre repository, donc notre DAO. OK. Donc, nous avons fait une injection par constructeur. Pourquoi? Parce que cette annotation va nous générer un constructeur, et vu que ça c'est un champ final, et le champ final c'est les champs statiques en Java, hein, dans le vrai sens du mot, et du coup le constructeur va initialiser cette variable là, et le conteneur Spring va injecter automatiquement l'objet produit repository au niveau de cette valeur là. OK, donc ma valeur là, donc ma variable là sera égale à la variable, sera égale à l'objet qui sera injecté par le conteneur Spring. OK, donc je vais faire une vidéo pour expliquer toutes les notions d'injection de dépendance, d'inversion de contrôle et autres. OK, donc là nous allons appeler la méthode save pour persister notre produit, donc pour enregistrer en base de données. Nous allons appeler la méthode findAll pour lire, pour retourner une liste des produits. Et ici, nous allons récupérer donc findById. Nous allons récupérer notre produit. Si on trouve notre produit, on va utiliser la méthode qui retourne un optional. OK, voilà, ID. S'il trouve, donc l'objet n'est pas nul. OK, produit mappé. Je vais retourner le résultat sauvegardé. OK, après je vais mettre à modifier le produit. Set prix. Set nom. Get nom. Ici, c'est le produit envoyé en paramètre. La description. Produit. Description. OK. Au cas où on ne trouve pas de produit, on lève une exception. OK. On
va dire new. On pouvait aussi créer une exception customisée. Là, on va juste appeler le runtime exception. Et en paramètre, on va lui dire produit non trouvé. Produit non trouvé. OK. On a terminé notre méthode modifiée, notre méthode supprimée. Produit delete by ID. OK. Et on retourne juste un message pour dire produit supprimé. Voilà, nous avons mis en place notre couche de persistance. Nous avons mis en place notre couche métier. Et pour l'étape suivante, nous allons mettre en place notre contrôleur. Pour la cinquième partie, nous allons mettre en place notre contrôleur. Notre contrôleur va exposer nos produits sur le web. Donc, pour commencer, nous allons créer un package qu'on va appeler contrôleur. Et dans ce package-là, nous allons créer une classe produit contrôleur. Vous pouvez l'appeler reste contrôleur. Moi, je l'appelle contrôleur. OK. Pour que Spring identifie cette classe comme étant un contrôleur, on la note avec la notation reste contrôleur. Ça, c'est Spring Boot. Automatiquement, cette classe est considérée comme un contrôleur. Donc, il peut exposer une ressource. Du coup, nous allons lui donner un request path, un request mapping. OK. Le path, on va dire produit. OK. Donc, il sera accessible via l'URL http localhost 8080/produit. Et là, on contacte notre contrôleur. On va ajouter notre annotation Lombok pour lui demander de nous générer un constructeur parce que nous allons injecter notre service, donc notre service produit service. OK. Donc ici c'est une inversion de contrôle. OK, parce que on passe par l'interface pour appeler les méthodes de service implement. OK, donc il y aura une vidéo où je vais expliquer un peu en long et en large l'inversion de contrôle et puis l'injection de dépendance. Donc nous aurons la méthode publique qui renvoie le produit. On va l'appeler create. OK, qui va prendre en paramètre un produit. OK, nous allons importer les produits. OK, et cette méthode va retourner, va faire appel à la méthode créée et va l'envoyer le produit. OK, cette méthode ne veut rien dire parce que le contrôleur ne connaît pas en fait. Quand tu vas recevoir une requête, il ne connaît pas. Donc, pour pouvoir le mapper avec un verbe HTTP, nous allons utiliser la notation post mapping. OK, nous allons donner un path. Nous allons dire create, chaîne de caractères. OK. Pour que Spring puisse envoyer les données au niveau du body de la requête, on utilise la notation @request body. Request body. OK. Et cet objet JSON peut être envoyé au niveau du body de la requête. Et automatiquement,
l'objet produit sera formaté en JSON pour la réponse du serveur. OK? Après, nous aurons la méthode read qui va lire nos produits. Okay, il prend pas d'option paramètre. On va retourner. Je fais appel à la méthode lire. OK. Comme c'est un get, nous allons utiliser la notation get mapping. OK. Après, nous avons public produit update qui prend paramètre un ID et puis un produit. Il va retourner, donc on va appeler notre produit service qui fait appel à la méthode modifier. Donc il envoie l'ID et puis le produit. Donc ça, il va être mappé avec le verbe put HTTP. Donc on va faire le put mapping. OK, nous allons dire update. On va lui donner la possibilité d'envoyer un paramètre. Et ici, on envoie une variable. Donc, ce sont des paths variables. Ce n'est pas des request mapping. Des request mapping, c'est lorsque on envoie, par exemple, point d'interrogation, name égale autour du code. OK, ce sont des request mapping. Alors que les paths, les variables path ou les paths, les request path, OK, c'est juste un exemple. On a login slash AZE. OK, et ça c'est le paramètre. OK, donc pour ce faire avec Spring, on va annoter cette variable comme étant une path variable. OK, et notre produit comme étant request body. OK, et enfin nous avons notre méthode delete qui prend paramètre notre path variable qui est l'ID. Et nous appelons notre service supprimer, on envoie l'ID et l'équivalent du verbe HTTP delete avec Spring, la notation c'est delete mapping. OK, donc là on va mettre delete pour faire simple et ici on va mettre read. OK, donc voilà, notre contrôleur est terminé. Nous allons passer au test pour tester tout ça. Donc nous allons démarrer notre API. OK, notre API a démarré. Tout est OK. Nous allons prendre notre client Postman. OK. HTTP localhost 8080 slash
read pour le get, not found. Pourquoi? Parce que on commence par produit. Ok. Comme vous pouvez le voir, on attaque notre API par produit. Et puis après, read. Ok. On peut remarquer, il y a une requête en base de données qui a été effectuée de select par Hibernate pour aller chercher la liste des produits. Comme on n'a pas de produit, on va commencer par insérer, en mettre un post au niveau du body. On va mettre du raw, c'est du JSON. Ok. On va construire du JSON. Ok, notre JSON, on a le nom du produit. On a la description du produit. Après, on a le prix du produit. Donc, comme vous pouvez remarquer, par défaut, c'est sans les propriétés, ok, de notre entité. Donc, lorsque nous allons faire une vidéo sur les microservices, logiquement, on utilise les DTO, ok, pour pouvoir les utiliser au niveau de la couche, au niveau des contrôleurs. Donc, c'est pas une bonne pratique de pouvoir exposer directement les entités au niveau de la couche des contrôleurs, ok. Ça, c'est juste une démo. Voilà pourquoi on utilise directement l'entité. Logiquement, ici, on met des DTO et les DTO reçoivent les données et on utilise les soit Mapstruct ou Model Mapper pour pouvoir mapper les entités en DTO, les DTO en entités. C'est plus simple et ça, ce sont les bonnes pratiques. Okay. Donc là, le prix, je vais mettre 500. Je vais mettre ma description. Je vais dire mon produit. Create, post, send. Mon produit a été créé ici. Description retournée nul. Pourquoi? Parce que là j'ai écrit quoi? Description. Ok, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est sûr que le champ ne matche pas. Et on voit bien ici que la requête a été effectuée. Donc il y a la requête de select et puis la requête d'insert into produit. Ok, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Produit. Là c'est ah ouais, c'est pas description ici. Ok. Je vais mettre ça. Ok. Au niveau de mon métier aussi, je pense que ouais, je dois ajouter R. Ok. Je vais juste redémarrer mon application pour qu'il puisse mettre à jour le schéma. Donc on va venir regarder notre schéma de base de données ici au niveau data le produit. Bon, on va de redémarrer. On voit que à redémarrer description. Si vous pouvez voir lors de la création de la connexion à la base de données main, create drop, donc il supprime l'ancien schéma, donc il met à jour le schéma et il supprime les données. Ok, c'est ce qui s'est passé. Donc ici, description, ok, save, tout est ok. On peut venir au niveau de la base de données, vérifier les informations sont bien là. Nous allons mon produit 2, 500, description 2, deuxième ligne.
peut remarquer ici que Hibernate fait des insertions au niveau de la base de données. Ok, nous allons tester notre méthode get, donc notre read. Ok, on retourne les données, on vérifie bien, il y a une requête qui est passée derrière. Ok, nous allons tester notre méthode delete slash, on va supprimer le premier, notre front, on va juste voir image avec ok, ah oui, vous voyez là on n'a pas donné la variable. Voilà pourquoi il nous dit que méthode not allow, mais il n'a pas trouvé. Donc ce sont des exceptions communes qu'on rencontre lorsqu'on met en place des API. Ok, donc voilà pourquoi je vous le montre. Et quand ça arrive, ne paniquez pas, restez serein et allez juste vérifier au niveau de votre code qu'est-ce que vous n'avez pas configuré. Ok, donc là je pense que ouais, on va modifier Hibernate parce qu'il me supprime tout. On va juste lui dire de mettre à jour. On va dire update. Ok, comme ça il supprime plus mes data. Ok, donc je vais faire un post body. Je vais prendre mon produit 1. Désolé. C'était le create. Ok. Produit 2. Changer un peu de prix. Ok. Je vais faire un read. Donc un get. Ok. Je vais faire un delete. Je vais supprimer le premier. Avant ça, je viens voir en base. Tout est là. Je fais un delete. Produit supprimé. En base, le produit a été supprimé. Je fais un get. Après, je vais juste copier cet objet. Pour faire un put. Ici, je dis update. Je vais envoyer l'ID 2. Ok. Et pour le body, je vais juste ajouter update. Je vais changer le prix. Ok. Je send. Ça a été mis à jour. 2, en description 2, mon produit 2. C'était mis à jour. Voilà, c'est la fin. Nous avons terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.